On est en Salut direct. Florence. Hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous regardent en ce moment et bienvenue sur ce nouveau webinaire Lead spécial Covid-19. Voilà, on va clôturer la semaine avec un nouveau webinaire et on va rester dans le thème du digital comme on l'était déjà un peu mercredi dernier. Et le thème du jour, c'est quels outils digitaux sont à disposition pour faciliter le travail à distance. Et notre expert du jour, c'est Soufiane Jou. Salut Soufiane, ça va? Salut Florence, ça va et toi? Ça va, merci. Alors, Soufiane, donc tu es notre expert du jour. C'est avec toi qu'on va parler aujourd'hui des outils digitaux. Tu es consultant IT et fondateur de la société Make It Solid, qui est une C'est boîte ça. de consultance informatique. Mhm. Voilà, alors on va parler de digitalisation des entreprises aujourd'hui, qui est plus que jamais d'actualité avec la crise actuelle de coronavirus. Mhm. Donc voilà, on sait qu'il y a énormément de magasins, d'indépendants, d'entrepreneurs qui du jour au lendemain ont dû finalement fonctionner autrement et fermer leur commerce. Mais donc, avant toute chose, je précise à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions à Soufiane en direct ici sur ce live, donc dans les commentaires du live sur Facebook ou bien sur notre page, sur notre site web www.leadbelgium.be/covid-19. C'est Voilà, ça. et donc je prendrai les questions au fur et à mesure. Alors, pour commencer, Soufiane, quand on parle de digitalisation, finalement, c'est quoi la digitalisation des entreprises? Alors, la digitalisation, on en entend très très souvent parler, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la digitalisation, en fait, c'est l'ensemble de deux mots encore différents. C'est la numérisation et l'automatisation. Et en fait, si l'un manque, l'autre manquera forcément et donc il n'y aura pas de digitalisation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par numérisation? C'est qu'en fait, dans notre vie de tous les jours, dans notre travail de tous les jours, on on a certains automatismes. On a certaines routines en place. Je ne sais pas moi, placer des commandes, envoyer, des courriers à des clients ou à des fournisseurs et cetera. Et en fait, la numérisation, ça va, permettre ou ça va, oui, ça va permettre en fait, c'est le fait de transformer tout ce qu'on fait, manuellement, envoyer des courriers, par boîte postale et cetera, les envoyer par email. Par exemple, signer des contrats, d'habitude ça se fait sur un papier, pour la plupart du temps. Or, il existe déjà depuis plus de 10 ans, plein de systèmes différents pour pouvoir les signer sur son ordinateur, en fait, et pour pouvoir non seulement les signer donc, avec une signature, écrite sur l'ordinateur, mais aussi d'authentifier le document. C'est-à-dire de faire en sorte que le document, après la signature, ne puisse plus être modifié et soit, dans un état, verrouillé, on va dire. Donc, on pourrait même aller jusqu'à dire que, de temps en temps, la numérisation, c'est beaucoup mieux ou plus sécurisé que le fait de, signer des choses sur papier. À côté de ça, il y a, donc, ça, c'est la numérisation. Donc, c'est la transformation, de tout ce qu'on fait manuellement et d'essayer de le faire le plus possible, en ligne ou sur l'ordinateur et cetera. Ensuite, il y a également l'automatisation et ça, c'est autre chose. C'est le fait, ben, comme le mot l'indique, d'automatiser au maximum, certains process pour que ça se fasse automatiquement et pour pouvoir, gagner du temps et surtout éviter les oublis. Éviter les oublis de paiement, éviter, donc on a une certaine forme déjà d'automatisation qui existe depuis bien très, très longtemps. Ça s'appelle la domiciliation, d'accord? Ça veut dire que, Oui. votre facture, électrique, la facture, de gaz, la facture d'internet et cetera, ben, le paiement de cette facture, elle est automatisée, d'accord? Et l'automatisation, en fait, va faire en sorte que, par exemple, imaginons que vous avez une certaine routine, par exemple que chaque 15 du mois, et ben, vous envoyez, toutes vos factures à vos clients ou que chaque 15 du mois, vous deviez commander certaines fournitures pour pouvoir faire votre travail, eh ben, toutes ces choses sont automatisables.
il y a moyen de programmer des mails à l'avance, il y a moyen de programmer des réunions à l'avance, il y a moyen de programmer l'envoi de factures en masse à l'avance. Et c'est ce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de grandes sociétés font déjà actuellement. Ça, sans ça, je pense que par exemple, s'ils n'automatisaient pas l'envoi de factures d'électricité ou quoi que ce soit, bah, je pense qu'ils auraient un gros problème de logistique. Mais cette automatisation, en fait, ensemble, combinée avec la numérisation, fait en sorte que votre société est plus digitale, plus performante et vous fasse perdre moins de temps dans tout ce que vous faites. Donc voilà, ça c'est grosso modo ce qu'est la digitalisation. Parce que très souvent, lorsqu'on entend parler de digitalisation, on se dit, ou les gens se disent, les gens qui n'ont peut-être pas assez de connaissances à ce niveau se disent qu'il suffirait de créer un site pour être digitalisé. Or, c'est pas ça. On peut être digital sans avoir de site. On peut être digital, et c'est la digitalisation qui est la plus performante, c'est être digital dans ce qu'on fait, nous. Au-delà d'être digital dans, Dans sa façon de fonctionner, tu veux dire? oui, c'est ça. Donc, c'est bien d'être digital dans le sens où on peut nous retrouver en ligne. C'est très bien pour quelqu'un qui tient un business, ou qui souhaite tout simplement, faire savoir, ce qu'il fait et cetera, comme le font les gens sur Facebook ou sur autres réseaux social. C'est déjà bien de se tenir au courant par là et plus de s'envoyer des lettres, entre parenthèses. Mais, au-delà de ça, il y a, ben, automatiser et numériser ce que nous on fait. Donc, tout ce qui passe de la vente à l'après-vente, à la gestion des factures, etc. Automatiser et numériser tout ça, ça permet en fait une digitalisation beaucoup, beaucoup plus importante, beaucoup plus performante. Et c'est ça en fait qui va nous faire gagner du temps plus que le fait de simplement se créer un site ou un email. D'accord et est-ce que c'est, aujourd'hui, en 2020, est-ce que c'est la norme, la digitalisation, des entreprises? Est-ce que la plupart des entreprises fonctionnent déjà comme ça ou pas? Hem, Bah, ça dépend de quelle entreprise on parle. On est il y a déjà il y a une différence entre les entreprises qui sont déjà en place depuis un certain temps et les entreprises qui se mettent en place. La numérisation d'une société qui vient de se créer il y a 1 an ou 2 aura forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile à se numériser, puisqu'il Mmh. il n'a pas encore des routines qui sont ancrées, il n'est pas encore rouillé, entre parenthèses, dans ses routines. Il peut encore changer sans changer. Si tu vois ce que je veux dire? Or, une société, je prends par exemple la, une société familiale qui existe depuis plus de 30 ans, qui se transmet de famille en famille ou de père en fils ou de mère en fille, ben, ça va déjà être plus compliqué à numériser. Non seulement, même si elle est petite, non seulement parce que déjà il faut numériser les process, donc ce qu'ils font, et cetera, au jour le jour, mais surtout, il faut numériser leur mindset, c'est-à-dire la façon dont ils pensent, la façon dont ils travaillent, et c'est souvent le plus difficile. Le plus Il y a une difficile, c'est pas résistance au de changement c'est dans ce ça. type de changement. En fait, il y a personne n'aime le changement. On est tous d'accord que personne n'aime le changement. Personne n'aime changer ses habitudes, d'accord? Même si, au fond, on sait que le fait de changer certaines habitudes va nous permettre de gagner du temps dans le futur, c'est quand même très, très difficile à mettre en place. Et c'est pour ça que souvent, les sociétés qui souhaiteraient se digitaliser ou qui souhaiteraient, aller vers le numérique, et cetera, très, très, très souvent, on remarque qu'ils se font freiner par leurs employés eux-mêmes, mais pas par le fait qu'ils ne savent pas choisir l'outil ou par le fait qu'ils ne savent pas, comment faire exactement. Parce que, bah, les professionnels de la digitalisation ou de l'informatique vous avez eu, Saïd Mellouli, récemment, qui est coach agile. Lui, il aide justement à toute cette digitalisation et toute cette, agilisation. Hem, Mmh. mais le plus souvent, c'est pas ça qui manque. Le plus souvent, ce qui manque, c'est vraiment, vraiment le changement de mindset, aider ce mindset à évoluer vers la numérisation et vers l'automatisation, et savoir rassurer, au maximum les employés également. Parce que très, très souvent, on s'imagine comme dans les films des années 70, les robots prennent le dessus, on va perdre nos boulots, et cetera, et cetera.
Et donc, il faut savoir également rassurer de ce côté-là et savoir faire la part des choses. Si on est employeur et qu'on souhaite digitaliser notre entreprise, il faut savoir faire la part des choses. Essayer de digitaliser au maximum sans forcément perdre, sans forcément perdre la valeur qu'on a et la confiance qu'on a de ses employés. Ça, c'est quelque chose qui doit aller de pair, en fait. OK, mais si on prend donc effectivement, c'est un changement qui peut prendre du temps, mais si Mhm. on prend, la situation actuelle ou, partons par exemple d'un cas concret d'un vendeur agroalimentaire ou, un tailleur qui doit, brusquement fermer son magasin à cause du contexte, actuel de la crise et qui n'est pas du tout digitalisé. Bah, là, je veux dire le changement, il est assez brutal. Mhm. On n'a pas vraiment le temps de s'y préparer. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire finalement? Ben, le mieux, ce que je conseillerais à tout le monde, c'est de s'entourer de quelqu'un qui pourrait mettre en place des outils qui pourraient les aider à continuer à, à travailler, à continuer leur business as usual, comme on dit. C'est-à-dire de continuer à travailler comme on travaillait journalièrement. Tu as donné l'exemple d'un tailleur. Ça tombe bien parce que mon père était tailleur, donc je sais un tout petit peu ce qu'ils font. Je ne connais pas les détails, etc. Mais dans tous les cas, une société ou un business passe par trois gros blocs ou par trois phases, on va dire. C'est la vente, Mmh. d'accord? C'est le premier bloc. Donc, c'est ce qui va permettre à un tailleur, maintenant qu'on parle de tailleur, à un tailleur de faire son produit et de pouvoir le ramener au client final. Donc, c'est la vente, pouvoir vendre ses produits. Puis ensuite, il y a le core business. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est le tailleur, ben, il va fabriquer, il va rassembler des fournitures, il va rassembler des tissus. Il va créer des patrons, comment dire, il va créer des vêtements qu'il souhaiterait mettre en vente ou que son client en particulier a demandé. Et ensuite, il y a la pré-vente. Donc, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe après la vente. Euh, Voilà, donc désolée pour le souci technique qui nous empêche de broadcaster en live sur Facebook. Donc voilà, on va continuer ici sur Zoom et poster la vidéo par après, à moins que quelqu'un nous rejoigne sur Zoom. On était en train de parler de cas très concrets, donc dans le cadre de la crise actuelle du coronavirus. Donc on expliquait qu'effectivement, ça peut prendre du temps de se numériser pour les gens qui ne le sont pas, qui sont encore de la vieille école, entre guillemets, qui ne sont pas habitués à la digitalisation. Mais prenons le cas concret d'un tailleur ou d'un magasin, d'un vendeur agroalimentaire qui, du jour au lendemain, à cause du coronavirus, se retrouve obligé de fermer sa boutique. En quoi la digitalisation peut l'aider? Donc, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? Bah, j'avais pris l'exemple d'un tailleur. Je ne sais pas exactement où la vidéo s'est coupée, mais je referai l'explication. Donc, en fait, pour un tailleur ou pour n'importe quel business, euh, le processus est toujours le même. Il y a la vente, il y a le core business et il y a l'après-vente. Donc, ce qui se passe suite à la vente. La vente, ben, c'est le fait de faire du marketing en ligne, de se promouvoir, d'être plus visible, de se rendre visible. D'accord? Ça fait partie de, du côté de la vente, en fait. Ça fait partie de la vente. Donc, il y a se créer un site, faire en sorte que ben, on ait un nom assez original pour qu'on se retrouve en haut de Google lors de la recherche, ce genre de choses. Ensuite, il y a la vente en question, c'est-à-dire pouvoir créer des devis, pouvoir communiquer avec le client et savoir exactement ce qu'il veut. D'accord? Donc, je vais d'abord peut-être commencer par cette tranche-là, par expliquer cette tranche-là. Donc, Oui. qu'est-ce que ces gens pourraient faire? Ben, la première chose, c'est savoir est-ce qu'on souhaite le faire soi-même ou pas, parce qu'il est possible de le faire soi-même. Ce sera peut-être un peu plus compliqué et un peu, euh, un peu plus lent, mais ben pour eux, il y a une économie d'argent à se faire par rapport à ça, puisqu'on fait appel à personne, si ce n'est nous-mêmes, et notre envie d'apprendre. Et c'est aussi pour eux
le bon moment, en fait, s'ils souhaitent le faire eux-mêmes, bah, d'apprendre eux-mêmes à mettre en place leur propre petit site web, acheter un nom de domaine, etc. et se faire connaître sur Internet. Ça ne demande Donc pas se tourner vers la énormément. vente en ligne. Pardon? Se tourner vers la vente en ligne donc et donc C'est ça, c'est ça. Donc en fait, se tourner vers la vente en ligne ou faire pour ceux qui sont vendeurs en tout cas, ou pour ceux qui sont commerçants, le mieux ce serait ben, s'ils doivent fermer boutique ou si le fait que ben, ils ne peuvent plus, les gens ne peuvent plus sortir de chez eux à cause du confinement et ils ne peuvent plus se rendre à leur boutique, ben forcément parfois ça leur coûte plus cher de simplement rester ouvert et que les gens d'attendre que les gens viennent, ben, ils peuvent simplement fermer boutique comme le demande la police et notre gouvernement et essayer de se créer un petit site web où ils peuvent eh ben, essayer de numériser justement ou de digitaliser tout ce qu'ils feraient lorsqu'un client rentre dans leur boutique. Donc, lorsqu'un client rentre chez la boutique d'un tailleur, eh ben, il y a la phase vente qui se met en place. C'est-à-dire que la personne va essayer le vendeur ou la personne responsable du business va essayer de demander au client ce qu'il cherche. Est-ce qu'il peut peut-être l'aider à l'orienter vers quelque chose qui lui irait bien ou ce genre de choses. Donc ça passe par la petite couche vente et la petite couche marketing qu'il y a dans la vente. Ensuite, une fois qu'on a, je dirais, persuadé le client d'acheter dans son magasin, eh bien, il y a la mise en place de OK, qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Maintenant qu'on sait plus ou moins que vous voulez acheter chez moi et que vous voulez acheter un pull, un pantalon ou autre chose, eh ben, on va aller demander un peu plus loin, du genre, est-ce que ce serait pour une fête ou est-ce que ce serait pour pouvoir sortir, se mettre sur son 31 ou est-ce que ce serait pour un mariage ou un décès ou autre chose? Et alors à ce moment-là, on peut le rediriger. Donc, en combinaison en fait ou pour le mettre en lien avec un site web, eh ben, la phase marketing, elle passerait par se créer un site, essayer d'avoir un nom assez original pour être en haut sur Google lorsqu'on fait la recherche du business. Et par après, eh ben, il y a également la demande de ce genre de choses, eh ben, ça se fait par mail. Donc la demande de l'orientation, etc., l'orientation des clients, tout ça se fera en fait par mail pour la plupart des cas. Ou si on arrive à mettre en place un système, il existe maintenant plein de systèmes où, bah, vous voyez, parfois quand vous vous connectez sur un site, il y a un espèce de petit pop-up en bas à droite qui va s'ouvrir et qui va dire ah, nous sommes en ligne, souhaitez-vous chatter avec un de nos vendeurs en direct? Et alors, ben, directement, on oui. pourrait aller demander au client, ou le client peut aller demander, ben voilà, je cherche, je cherche un costume pour le mariage de mon meilleur ami et voilà, qu'est-ce que je dois vous fournir pour que vous puissiez m'orienter? Et alors à ce moment-là, ben, ce sera à la personne derrière l'écran d'orienter le client au mieux, forcément de pas trop aller vers du noir parce que ça fait un peu d'essai. De lui demander, par exemple, si maintenant il est convaincu d'un certain modèle, eh ben, de commencer à lui demander déjà de le renvoyer vers un formulaire, par exemple, qui demanderait le contour de la nuque, la taille d'épaule à épaule, la longueur du bras, la longueur des jambes, la largeur de l'entrejambe, etc. Tout ça, en fait, ce sont des choses qu'on peut demander facilement par mail. Certes, il est beaucoup plus facile de le faire soi-même, donc parce que forcément, si la personne est tailleur, elle est spécialiste, elle sait exactement ce qu'elle doit avoir comme mesure, mais absolument rien n'empêche, par exemple au tailleur, de créer une petite vidéo très simple, de la mettre sur YouTube et d'expliquer ben voilà, comment prendre ses mesures pour un costume. Et que lui-même prenne une personne de sa famille ou prenne un de ses collègues ou quoi que ce soit, et ben montre l'exemple de comment est-ce qu'on devrait prendre des mesures pour un pantalon, prendre des mesures pour un pull, prendre des mesures pour un costume, créer plein de petites vidéos explicatives, les envoyer à son client et lui dire, ben voilà, vous, monsieur, vous voulez un costume. Malheureusement, les conditions actuelles font que je ne peux pas prendre vos mesures directement, mais que ce que je vous propose, bah, c'est de les prendre vous-même. Ça fera un peu d'interaction à ce moment-là et même peut-être le client trouvera ça peut-être plutôt drôle de prendre ses propres mesures.
Donc voilà, ça c'est en fait plein de petites astuces qu'un vendeur ou quelqu'un qui tournerait un business qui devrait normalement attendre que le client rentre dans sa boutique, peut mettre en place pour continuer son business quand même, continuer à faire tourner son business. Alors, je ne dis pas que ça va marcher pour tous les clients, je ne dis pas que tous les clients voudront soit même prendre le contour de leur taille ou soit même suivront toutes ces trucs. Euh, mais il y a un pourcentage, mieux vaut un petit pourcentage qui le fasse que pas de pourcentage du tout et ne pas réagir face à cette situation. Et, euh, et Mais donc voilà. est-ce que se digitaliser comme ça du jour au lendemain, est-ce que ça demande quand même pas un minimum de compétences techniques ou est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment devenu facile et accessible à monsieur, madame, tout le monde? Bah, ça va dépendre de ce que vous voulez mettre en place. Mais mettre un site web ou un e-shop en place, il existe euh, vraiment plein de solutions où il suffit, si vous savez, entre parenthèses, installer un programme sur votre ordinateur. Tout le monde a déjà peut-être installé Chrome ou un autre programme sur son ordinateur. Et d'habitude, les installations, c'est quoi? C'est suivre les étapes qui a marquées sur son écran, faire suivant, suivant, suivant. Quand on ne comprend pas quelque chose, ben on va faire la recherche sur Google. Il existe des solutions qui sont faites pour monsieur et madame tout le monde. Il y a des systèmes des CMS, comme on les appelle. C'est par exemple WordPress. Je vais citer plein de noms, mais de toute façon, après, je les mettrai ou on les rendra disponibles peut-être sur le site de Lead Belgium. Euh, il y a vraiment plein de systèmes qu'on peut installer et mettre en place. Maintenant, rien n'empêche euh, rien n'empêche quelqu'un qui a un business, s'il n'a pas les compétences techniques pour la mise en place, rien n'empêche de demander à quelqu'un de le faire pour lui, uniquement la mise en place, de lui dire, ben voilà, j'aimerais que mon nom de domaine, ce soit www.jesuisuntailleur.be. J'aimerais que le site j'aimerais que le site soit mis en place sur ce nom de domaine, par exemple. C'est deux demandes assez basiques et c'est quelque chose qui va prendre peut-être une demi-journée de travail. C'est pas quelque chose qui va lui coûter énormément d'argent. Et ensuite, pour l'utilisation du site, je le redirige vers Google, je le redirige vers YouTube sur simplement taper comment utiliser WordPress, comment créer un article WordPress, comment créer Il y a des un, solutions il y a simples plein, plein, plein de vidéos et d'articles explicatifs euh, sur comment utiliser ce genre de système fait pour monsieur et madame tout le monde. Et surtout, je vous en conjure, en cette période de confinement, en cette période où beaucoup de gens sont derrière les ordinateurs, c'est un moment béni pour les gens qui créent des emails de phishing, qui créent des faux emails, qui créent des arnaques en tout genre. Ne payez rien à personne. Vraiment, si vous souhaitez apprendre vous-même, vous allez sur YouTube, vous allez sur Google et vous faites vos recherches. Et si vous voyez s'il y a la moindre petite chose qui vous met le doute, si vous voyez quelque chose que c'est du style, mettez ici, payez ici 1 € simplement pour pouvoir voir la suite, abandonnez le site. Vraiment, sur YouTube, il y a plus qu'assez de vidéos en français, en anglais, en néerlandais, pour vous apprendre à créer votre propre site web. pour Et, être ça, attentif. et souvent, il y a des vidéos qui sont complexes, qui sont plutôt orientées pour les développeurs, mais il y a aussi des solutions qui sont orientées pour les blogueurs, pour les gens qui vraiment n'y connaissent absolument rien et qui souhaiteraient simplement mettre quelques articles en ligne, pouvoir avoir un menu, son logo, etc. C'est des solutions qui existent. Mais encore une fois, s'il vous plaît, soit tournez-vous vers un professionnel avec facture, etc., qui puisse vous coacher et qui puisse faire un suivi après la mise en place, etc. Soit tournez-vous vers un professionnel, et c'est ce que je conseillerais tout le temps de toute façon. Soit, si vous souhaitez faire quelques économies et essayez vous-même, peut-être que c'est une occasion aussi de vous familiariser avec l'informatique aujourd'hui, avec certaines choses euh, qui sont en vrai assez simples. Eh ben, payer quelqu'un simplement pour la mise en place si vous n'êtes pas sûr de comment faire ça. Et ensuite, faites le reste vous-même en apprenant sur YouTube et Google. Vraiment, il y a énormément, énormément de choses. Si on sait taper les bons mots-clés sur Google, vous trouverez tout le temps un tutoriel sur comment faire quelque chose.
Et justement, puisqu'on parlait de vente avec l'exemple du tailleur, j'ai ici une question justement. Quelqu'un demande pour les entreprises qui souhaitent garder un bon déroulement de stock en cette période d'épidémie, comment mettre en place un outil de vente à distance avec gestion de stock en interne et en temps record? Ben, je pense que, puisque c'est une question assez spécifique, mais je pense que le mieux, ce serait de se tourner vers quelqu'un qui sache le faire. Parce que la gestion de stock, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire. C'était hier ou avant-hier, je pense que c'était l'avant-dernier webinar. Mercredi, oui. Oui, c'était avec Issam El Mouagir, La gestion des stocks. ouais, qui est owner de Monadem, je pense. Et eux, je pense qu'ils ont un Oui, oui. programme assez bien, ou même super. Enfin, j'ai jamais vraiment essayé, mais de ce que j'ai vu euh, sur sur le programme qu'ils ont, je pense que leur programme est assez bien pour pouvoir mettre en place le stock, etc. Donc, pour les questions comme ça qui sont un peu plus compliquées, la gestion de stock, la gestion de fournisseurs, euh, l'achat automatique ou la vente automatique de certaines fournitures, etc., qu'on a besoin pour pouvoir faire notre core business par après. Ça, c'est peut-être des questions sur lesquelles on va pas aller chercher ça sur Google ou chercher ça sur YouTube. On va plutôt se tourner vers un Ça devrait être professionnel un et laisser un professionnel. professionnel faire parce que il fera la mise en place proprement et il fera également le suivi de tout ce qu'il y a, de tout ce qu'il y a à faire. Mais en un temps record, ben, le seul moyen de le faire en un temps record, c'est de se tourner vers quelqu'un qui sait le faire en un temps record. Et alors, à ce moment-là, ben, la seule solution, c'est de se tourner vers un professionnel tel que Essam avec sa société Monadem, ou moi en tant que consultant informatique, ou d'autres consultants informatiques qui seront disponibles pour pouvoir entreprendre ce changement numérique. D'accord. Alors, quand on parle de digitalisation, finalement, c'est aussi le télétravail et la communication avec ses clients. Si on prend l'exemple d'un magasin qui doit maintenant passer en mode digital pour communiquer avec ses clients, mais aussi au sein d'une entreprise, au sein de l'équipe, entre les employés, les différents collaborateurs. Ça aussi, c'est une nouvelle façon de fonctionner et de se Tout, digitaliser. Qu'est-ce que tu tout- peux nous dire là-dessus? tout à fait. Alors, il y a, tu as parlé de deux choses. Tu as parlé de la communication que j'appellerais plutôt interne avec ses propres employés ou avec ses collègues. Et puis, tu as la communication qui est, elle externe, c'est-à-dire avec des clients, etc. Je vais peut-être commencer par la communication interne. C'est qu'il est très, très, très important, et je pense que Saïd l'avait dit lors du premier webinaire, de garder un contact avec ses employés, même si on travaille de la maison. Garder un contact, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être s'appeler tous les jours, peut-être 5 minutes. Ça ne doit pas durer très longtemps. Et s'appeler 5 minutes pour pouvoir voir comment se sent l'autre en cette période de confinement. Peut-être pour les gens qui sont seuls ou seuls avec des enfants, et ça c'est encore un peu plus compliqué, savoir est-ce qu'ils ne se sentent pas trop seuls, peut-être leur porter un peu compagnie. Ça c'est le côté humain et social. Et puis il y a le côté travail. Est-ce que tu es bloqué sur quelque chose? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux te débloquer? Qu'en est-il de tel contrat ou telle vente? Ou est-ce que vraiment essayer de garder le contact et donc essayer de s'appeler régulièrement. Normalement, quand on est au boulot, il suffit de se retourner pour pouvoir voir son collègue. Là, malheureusement, quand on se retourne, on voit que la fenêtre ou le mur qu'il y a derrière nous. Mais il faut vraiment avoir ce même réflexe. Et alors, les outils, encore une fois, les outils, il y a plein d'outils gratuits qui existent, qui ne sont pas payants, pour lesquels les gens vraiment dépenseront pas un seul rond. Il suffit juste de se créer un email, de soit envoyer des mails, mais encore une fois, le mail, ça reste assez froid, c'est comme une lettre, etc. Mais se créer un mail et utiliser, par exemple, Google a une solution qui s'appelle Hangouts. Encore une fois, il y aura plein de noms qui vont passer là maintenant, mais je les mettrai peut-être sur le site pour que ce soit plus clair. Mais il y a Hangouts, il y a Skype, il y a Zoom, le programme qu'on utilise actuellement pour pouvoir faire ces webinars. Bon, malheureusement, là maintenant, il nous a lâché pour le live direct, mais ça, c'est autre chose. Mais il y a Slack pour garder le contact textuellement. Il y a aussi simple que ça, mais il y a WhatsApp. Simplement, pas besoin
de grand-chose. De créer des groupes finalement et interagir tous ensemble. C'est ça, créer un groupe, peut-être définir quelques règles dans ce groupe également, parce il y a peut-être certains pièges aussi à éviter, mais ça peut-être qu'on en parlera plus tard. Peut-être mettre quelques règles du style, ben, ce groupe il est destiné uniquement pour le boulot, ou n'envoyez pas des images drôles, ou peut-être envoyer des images drôles de temps en temps, mais bon, garder ça un minimum sérieux quand même, ou par exemple dire, ben, ce groupe il est destiné au boulot, donc les personnes devraient envoyer des messages uniquement entre 9 ou 8 et 4 ou entre 8 et 17. Pour, justement, vu que WhatsApp est lié à notre numéro de téléphone privé, pour éviter que le travail ne devienne, ne devienne source de problèmes dans la vie privée, pour que les deux restent quand même Oui, que ça n'empiète un pas trop. minimum dissociés. Mais je pense que ça, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure de ces petits pièges. Et donc voilà, pour pouvoir parler entre collègues ou avec ses employés, etc., il est essentiel et important d'utiliser ces outils qui sont valables, qui existent depuis des années et qui sont surtout gratuits. Ça ne coûte absolument rien, il n'y a rien à mettre en place, il ne faut pas être technique du tout, il suffit juste de taper le nom de n'importe quel des programmes qu'on souhaite avoir, et c'est aussi simple que d'utiliser WhatsApp. Vous tapez Skype, vous téléchargez Skype, vous l'installez, vous ajoutez vos collègues en amis, et vous discutez avec eux en direct. Donc à ce niveau-là, vraiment, ça, 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 ça doit être c'est très, très facile. Je pense que quelqu'un qui a déjà utilisé un ordinateur dans sa vie peut utiliser ce genre d'outils sans forcément avoir beaucoup de choses techniques à pouvoir mettre en place. Et ensuite, il y a le Donc côté c'est client. pour l'aspect interne. Voilà. Et ensuite, il y a la communication externe. Et ça, ben, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, lors de mon explication brève au sujet du processus de vente, ben, il y a plusieurs moyens. Si c'est avant la vente que la communication doit se faire pour pouvoir se mettre d'accord sur les prix, pouvoir se mettre d'accord pour un devis, etc., ben, il y a encore une fois les mails, il y a ben, le téléphone, encore toujours, jusqu'à preuve du contraire, on peut encore toujours utiliser notre téléphone pour pouvoir contacter les clients qui le souhaitent par téléphone. Il y a les systèmes de chat également qui sont disponibles. Encore une fois, rien n'empêche quelqu'un de créer un email Skype business pour sa société et de pouvoir ajouter les clients dessus pour que justement ils puissent garder un contact avec eux, pour qu'ils puissent échanger en temps réel, etc., pour qu'il n'y ait pas d'échange de mails constant de «Ah non, on ne s'est pas compris, tic-tac», sur Skype ou sur n'importe quel autre programme où on se parle en vocal. Il y a moyen de faciliter la vente. Ça, c'est pour les ventes. Et ensuite, pour le post, pour l'après-vente, eh bien, je pense qu'il est toujours important également de demander du feedback. Je pense que euh, aucune, euh, aucune société digne de ce nom ne pourrait comment dire, être pérenne dans le temps sans évoluer de manière positive. Et comment on évolue de manière positive? C'est en demandant au client bah, comment la vente, est-ce qu'elle s'est passée? Est-ce que le client est content de la manière dont on l'a abordé? Si c'est par Skype. Une euh, évaluation. oui, voilà, évaluer vraiment chaque étape. Ça peut passer par 4 simples questions. Comment est-ce que vous avez trouvé la manière dont on vous a contacté? Comment est-ce que vous avez trouvé notre produit et la qualité de celui-ci, de 1 à 5? Et euh, vous, euh, est-ce que vous nous recommanderiez à vos amis ou à vos collègues? C'est ces 3 questions qui vont permettre justement de, d'être meilleur dans le futur. Vous êtes peut-être déjà parti à un Burger King ou à un McDonald's, mais très souvent, derrière le ticket, il y a, il y a un petit lien où il y a marqué, ben, Enquête. si vous remplissez cette petite enquête, c'est une enquête qui dure 10 secondes, vous aurez droit à un burger la prochaine fois que vous veniez chez Burger King. C'est bête, mais le peu de gens qui le feront, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui remplissent ce genre d'enquête. Mais le peu de gens qui le feront, je suis sûr que ça vous fera beaucoup, beaucoup avancer sur votre manière de fonctionner. Et donc, comme je disais, la communication externe, ça peut passer par des mails, ça peut passer par des programmes audio ou visuels même, parce que en ces temps confinés, je pense qu'il y a beaucoup de gens
qui comprennent que parfois, passer via Skype, c'est bizarre en ces temps-ci, entre clients et fournisseurs, mais il faut bien toujours qu'il y ait un petit contact entre le vendeur et son client. Après la vente, des surveilles, des enquêtes, savoir est-ce que le client était content de notre produit, etc. Ça passe aussi par là. Ok, très bien. Alors, il y a ici une autre question. D'après toi, quel est l'outil le plus efficace pour faire les stand-up meetings en groupe à distance? Euh, c'est bien qu'il ait dit d'après moi, parce que c'est très, très, très important. Parce que ce que je vais dire, c'est valable pour moi. D'accord? C'est quelque chose que moi, c'est un outil que moi, je trouve intéressant, mais il faut que l'outil soit intéressant pour Excuse-moi, vous. je t'interromps, on peut peut-être d'abord recadrer, enfin, resituer le contexte pour ceux qui ne savent peut-être pas ce qu'est le stand-up meeting en groupe, dont on a parlé il y a quelques jours, enfin la semaine passée avec Saïd Ouais. Memouli, justement. Donc, le stand-up meeting, en fait, c'est quoi? C'est un quart d'heure. D'habitude, c'est un quart d'heure. Ça devrait pas dépasser un quart d'heure, mais ça dépend de la largeur de l'équipe. C'est un petit quart d'heure qu'on prend chaque jour, en début de journée, de préférence, pour se parler, pour pouvoir dire, pour pouvoir répondre à ces trois questions. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Sur quoi allons-nous travailler aujourd'hui? Deux, qu'est-ce qui nous empêche de faire ce travail? Si maintenant on est bloqué parce on attend une réponse d'un client ou on attend une réponse d'un collègue ou quoi que ce soit, on peut le dire également pour que tout le monde sache, je suis occupé en train de faire mon travail, mais je suis bloqué par telle et telle raison. Et peut-être que quelqu'un pourra débloquer la situation. Et pour répondre à la troisième question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à mentionner? Est-ce que tu vas prendre congé demain ou après-demain? Ou est-ce que tu ne seras pas disponible aux alentours de 2 heures, etc. Donc, ça, c'est un stand-up meeting. Donc, c'est un tout petit meeting de maximum 15 minutes dans lequel on va expliquer à ses collègues ce qu'on fait, ce qu'on va faire de la journée et où donc chacun saura qui fait quoi, en fait. C'est plus ou moins ça. Donc ça, c'est pour le stand-up meeting. Et alors, le meilleur outil ou l'outil le plus efficace, euh, moi, je trouve que Hangout est très bien. C'est un outil web. Il faut rien installer du tout. On peut afficher, on peut afficher son visage, sa webcam. On peut partager son écran, etc. Après, il y a des outils qui sont meilleurs et qui sont un peu plus compliqués à mettre en place. Slack, par exemple, pour moi, c'est la meilleure solution complète. Le problème avec Slack, c'est que pour avoir la solution complète, il faut payer. Et la solution Slack est payante. Elle est pas, elle est pas, elle est assez chère pour dire la vérité, mais quand je dis qu'elle est complète, c'est qu'elle est vraiment complète. Euh, mais je pense que pour les équipes qui souhaitent mettre quelque chose rapidement en place, Hangout, c'est parfait. Euh, mais en ces temps de confinement, c'est pour ça que je disais que c'est bien qu'il est marqué d'après moi. En ces temps de confinement, il faut peut-être prévenir ses employés, prévenir ses collègues et dire on va essayer plusieurs outils. On va pas en essayer qu'un. On va prendre dans les 2 prochaines semaines, par exemple, on va essayer 3 jours un certain outil et 3 jours un autre et 3 jours un autre, etc. Et on va à la fin voter, voir ce qui marche le mieux pour nous et ce qui ne dérange pas trop les autres collègues. Et parce que par exemple, si je vous dis le meilleur outil pour moi c'est Slack et que il y a 2 tiers de l'équipe qui dit non, moi Slack j'aime pas, c'est pas beau, c'est moi, j'arrive pas à l'utiliser, je comprends pas comment faire, etc. Soit on remédie à ces problèmes, soit on les coach sur l'outil, soit on change d'outil. Et je pense que c'est ça qui va beaucoup se passer, c'est qu'on essaye un outil et ensuite on change si on voit que ça ne marche pas et on essaye de sélectionner celui qui fonctionne le mieux pour l'équipe. J'espère que ça a répondu à la question. Ben, en tout cas, ce qu'on retient, enfin, ce que moi je retiens surtout, c'est que quoi qu'on ait envie de mettre en place finalement pour communiquer, dans tous les cas, il y a un outil gratuit ou une version Ouais, gratuite. ouais, C'est finalement, on n'est pas dans l'obligation d'ouvrir son portefeuille pour poursuivre le travail à distance avec son équipe. D'ailleurs, désolé de te couper, mais peut-être encore mieux que Hangout, c'est un outil qui s'appelle, c'est un site qui s'appelle daily.co, donc
ly.co. Et en fait, lorsqu'on est sur ce site, on peut tout simplement créer des stand-up régulièrement. Et en fait, le lien ne change jamais. Donc en fait, c'est un seul lien qui crée une espèce de meeting room virtuel, donc une salle de réunion virtuelle, et qui va rester actif et sur lesquels les gens pourront rejoindre avec ou sans compte, dépendant des paramètres que vous aurez mis en place. Donc peut-être que ça, voilà, c'est déjà deux outils que les gens peuvent tester. Donc je répète, daily.co ou bien Hangout qui a été créé par Google. Donc c'est déjà deux outils qui seront plus que nécessaires pour pouvoir faire ces daily stand-up. Plus que D'accord, suffisant. merci beaucoup pour ces infos et la dernière question que j'aimerais te poser, c'est quels sont les pièges à éviter? Tu as déjà un peu abordé la question, mais quels sont les pièges à éviter lorsqu'on travaille, de la maison avec son équipe comme ça en mode digital? Alors, moi, je suis consultant informatique, je suis développeur. Donc moi, en vérité, tout ce que j'ai besoin, c'est d'un ordinateur pour pouvoir faire mon travail. Et j'ai l'habitude déjà depuis assez longtemps de faire du télétravail, surtout parce que je travaille assez loin de chez moi. Et donc, ça me facilite ma vie de pouvoir travailler de la maison. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de parler des pièges à éviter lorsqu'on travaille de la maison. Tout d'abord, il y a une différence entre travailler de la maison régulièrement et le travail de la maison dans ces temps-ci, dans ce contexte. Le travail à distance lors d'un Mmh. confinement est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus nuancé que simplement le travail à la maison. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on est confiné, tout le monde est confiné. Les enfants, si on en a, les conjoints, les conjointes, etc. Tout le monde est à la maison. Lorsqu'on travaille habituellement de la maison, ben, peut-être que la maison est vide, on est seul, on est devant son ordi, on est dérangé par personne, on n'est pas interrompu ni par les enfants, ni par quoi que ce soit. Or là, tout le monde est à la maison. Donc ça veut dire que, comme il s'est passé d'ailleurs, je pense, avec Hakima, ben, les enfants peuvent rentrer dans le bureau ou dans le salon, ou peut-être ils sont en train de regarder, si on n'a pas de bureau, nous on travaille sur la table à manger et les enfants regardent la télé, il y a ce petit bruit qui est peut-être dérangeant. Donc c'est important en fait de comprendre la différence entre le travail à distance qui est normal, qui est habituel, et le travail à distance en ces temps de confinement. Et pourquoi est-ce que je mentionne ça? C'est important de le savoir déjà, mais c'est important surtout pour les employés et les collègues de le savoir. Parce que certaines personnes pensent que comme eux sont seuls et que eux ne sont jamais dérangés, eh ben, le collègue n'est lui aussi jamais dérangé et est censé être tout le temps 100% disponible. Or, quand tu as un enfant enfin, j'ai pas d'enfant, mais je suis sûr que quand tu as un enfant qui gueule à côté de toi, qui veut manger toutes les 3 minutes, ah ben, à un moment donné, tu vas te lever de ton bureau et tu vas aller lui préparer un bol de Kellogg's ou un petit plat pour qu'il te laisse tranquille. Et Oui, l'organisation ne sera pas la même. voilà, l'organisation ne sera pas la même et donc il faut également être un minimum flexible par rapport à ça. Ça, c'est la première erreur, je pense, à ne pas éviter, c'est d'être conscient que dans le contexte actuel, le travail à distance est très, très spécial et qu'il faut accorder encore une plus grande flexibilité que simplement du travail Mmh. à distance simple. La seconde chose, c'est le respect de la vie privée. C'est quelque chose d'assez important. On le voit ici, nous, on partage nos caméras et on n'est pas forcément pas à l'aise, mais voilà, on partage nos caméras, on partage un peu nos vies avec l'environnement dans lequel on habite, l'environnement dans lequel on est. Moi, ici, j'ai la chance d'avoir un bureau séparé, mais il y a des gens, voilà, qui n'ont pas forcément cette chance et qui sont soit dans le salon, soit dans leur chambre, soit autre chose. Et je pense qu'il faut, euh, qu'il faut, premièrement, pour la personne qui ne se sent pas à l'aise de partager cette vie privée trop souvent, c'est important pour elle de le dire, de dire, ben voilà, moi je me sens pas super à l'aise de rester 1 heure avec la caméra allumée, etc. De vous Mmh. montrer derrière, parfois mon bureau il n'est pas rangé ou ma chambre n'est pas rangée ou quelque chose comme ça. Et alors, je pense qu'il faut, d'un autre côté, pour les collègues, respecter cette vie privée et peut-être essayer de trouver des moments clés où on va partager la caméra, on va échanger des choses, euh, mais pas la garder allumée 8 heures, entre parenthèses, pas la garder allumée pendant une très longue durée, tout en mettant mal à l'aise la personne qui ne se Ne sent pas pas être à l'aise intruse. en partageant, voilà, en partageant
son visage et la vie, et la vie qui se passe autour de lui. Donc, je pense que ça, c'est aussi très important. Le fait de respecter au maximum la vie privée des gens et demander à ces personnes-là, si vous sentez qu'ils ne parlent pas beaucoup, qui sont plutôt timides, demandez-leur, dites-leur, si tu n'es pas à l'aise, il n'y a pas de problème, éteins ta caméra pour cette fois et on y travaille petit à petit. Donc ça, c'est également le second piège à éviter en ces temps-ci. Et ensuite, le troisième point, et ça va être un point important, c'est que, bah, comme on l'a vu juste à l'instant, hein, tout le monde travaille de la maison. Les serveurs et les programmes sont débordés. Comme on l'a vu avec Zoom qui nous a malheureusement lâché durant le live, et bien parfois il va falloir faire preuve Ouais, un plus de la patience parce technique que, oui, c'est ça, parce que tout le monde utilise le programme en même temps. Tout le monde utilise les serveurs en même temps, tout le monde utilise les mêmes outils, et de temps en temps, eh ben, ça va moins marcher, ou il y aura un problème de son, ou un problème de webcam, etc., de ressources. Et je pense que là, c'est la seule chose que je peux conseiller aux gens, c'est d'être un peu plus patient que d'habitude et de faire face à ça. un Donc, collaborateur qui dit: «Ah oui, il m'a lâché», ouais, c'est ça exactement. Et donc, je fais juste un petit rappel des 3 points, je pense, importants. C'est que, un, le travail à distance habituel n'est pas celui pendant une période de confinement, faire attention à ça. 2, il faut respecter la vie privée d'autrui s'il ne se sent pas à l'aise pour partager sa caméra. S'il ne se sent pas à l'aise, de vous inviter chez lui, en fait, parce que c'est un peu ce qu'il fait. Ben, il suffit d'en parler, de trouver peut-être des moments où pas on va obliger la personne, mais où voilà, on va quand même le pousser un peu à le faire et de peut-être lui donner un peu plus confiance en lui. Et troisièmement, bah, d'être patient avec ces outils, avec l'ordinateur qu'on a, avec la connexion qu'on a et avec tout le reste. tout à fait. Donc voilà. OK, bah, merci beaucoup Soufiane pour tous ces renseignements donc qui, on l'espère, vous faciliteront, la tâche si vous êtes nouveau dans la digitalisation ou si vous êtes confronté à des problèmes techniques ou autres en cette période de télétravail. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a d'autres questions? Alors, le mieux, c'est que vous partagiez, je pense que vous avez fait un article sur votre site leadbelgium.be. Je pense qu'on a fait un article là-dessus. Je pense que le mieux, ce serait qu'on Oui, redirige les gens vers cet article et je mettrai tous les liens, tous les programmes euh, qui sont utiles et qui sont utilisables gratuitement pour pouvoir. En fait, je vais peut-être lister tout ce dont j'ai déjà parlé. Et également, je mettrai mon email et mon LinkedIn pour que les gens qui veulent mettre en place une solution digitale pour leur équipe puissent me contacter pour que je puisse les aider dans cette étape-là. très bien. Donc ce sera sur le site leadbelgium.be/covid-19 où vous retrouvez donc chaque fois un article consacré à chaque webinaire qui a déjà été donné. Merci beaucoup Soufiane, c'était très intéressant. On espère que ça a pu aider ceux et celles qui nous ont écoutés. Voilà qui clôture donc cette nouvelle semaine de webinaire Lead spécial Covid-19. Et ne manquez pas notre prochain rendez-vous qui aura lieu lundi 30 mars. On sera de nouveau en direct, je l'espère, sur Facebook à 14 heures. Et le thème de lundi prochain, on sera en direct avec un consultant employeur de chez Actiris qui répondra à vos questions sur que fait Actiris pour les employeurs en ces temps de confinement. Donc voilà, rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Et en attendant, d'avance, bon week-end, Soufiane, et portez-vous bien. Super, bah, bon week-end à toi aussi, Florence, et à bientôt. À bientôt, au revoir. Salut.